La notion de cuisine identitaire, oui, je crois qu'elle est tout à fait adaptée. Alors, on a bien vu dans l'histoire de la cuisine française qu'elle a joué un rôle extrêmement important dans la constitution de l'identité française et comme faisant partie aussi de la représentation de la civilisation française. On voit ça de l'époque de Louis XIV et ça se poursuit jusqu'au XXe siècle. Et encore aujourd'hui, on peut parler d'identité culinaire à la française, sauf que on voit plusieurs identités culinaires. À la fois une identité culinaire dite nationale, ce qu'on dit la cuisine française, et derrière on peut voir aussi des identités culinaires régionales. Quand on parle de la cuisine alsacienne, quand on parle de la cuisine provençale, là on a bien des identités et on voit très bien que c'est devenu aussi un objet de marketing puisque tous les offices de tourisme, quand vous vous promenez dans ce pays, vendent des spécialités culinaires, des spécialités vinicoles, des produits du terroir. Donc on voit bien que la notion d'identité dans l'alimentation, dans la cuisine, dans la gastronomie est extrêmement importante. Si on sort de la France et si on traverse par exemple l'Atlantique et qu'on va au Pérou actuellement c'est fabuleux ce qui se passe. Là on voit un pays qui a quand même eu pas mal de difficultés historiques, puisque si on schématise un peu l'histoire, on a quand même des Européens, des Espagnols qui arrivent à une certaine époque, qui maltraitent beaucoup les populations locales et qui viennent avec leur propre cuisine, leur propre alimentation style européen, et donc qui imposent leur culture alimentaire et culinaire. Aujourd'hui, que voit-on? On voit aujourd'hui une société péruvienne qui met en avant une cuisine péruvienne qui englobe toutes les traditions culinaires du pays, qu'elles soient donc anciennes ou venant d'Europe ou venant d'Asie. C'est assez fabuleux, ça montre donc un degré d'assimilation et ça montre comment une identité peut se construire au travers des cuisines et comment la cuisine permet en fait de mettre en avant cette identité. On n'a jamais tant parlé du Pérou depuis qu'on met en avant la cuisine de ce pays et notamment la cuisine de certains jeunes chefs actuellement qui sont en plus honorés par le guide Michelin. La culture alimentaire française, elle a vraiment joué un rôle mondial historiquement, ça c'est très clair. On le voit vraiment sur la longue durée, dès le grand siècle, jusqu'aux années 90, jusqu'à la fin du XXe siècle, avec la nouvelle cuisine, donc celle qui était soutenue par Michel Guérard, par Bocuse, Joël Robuchon et tous ces chefs que l'on connaît de nom et que l'on connaît aussi par leur cuisine et leur restaurant et qui sont connus dans le monde entier. Donc cette cuisine française, elle a joué un rôle à plusieurs niveaux. Alors d'abord, il y a cette importance dans la transmission des savoirs, mais dans la transmission de savoirs méthodiques. C'est-à-dire que écrire des recettes de cuisine, c'est déjà transmettre des méthodes de travail. Or ça, c'est une grande force des chefs français que d'avoir su transmettre leurs connaissances au travers de l'écriture, mais aussi au travers de l'apprentissage, bien sûr, l'apprentissage par les gestes de la main, par l'oralité, mais ils ont su construire une méthode de la cuisine, une méthode culinaire qui leur permettait de préparer une cuisine excellente, une cuisine élitiste assez rapidement pour un grand nombre de personnes. D'où cette notion de brigade de cuisine. La brigade de cuisine, elle existe depuis le Moyen-Âge. On la trouve donc dans les cours royales à Charles V et dans la cour de Charles V et Charles VI avec Guillaume Tirel, Taïwan, le premier grand chef français starisé au XIVe siècle. Donc on voit bien que cette notion de brigade de cuisine, c'est quoi une brigade de cuisine? C'est la hiérarchisation du travail. On hiérarchise un travail et donc dans une grande cuisine, encore aujourd'hui dans un grand restaurant, on parle de brigade de cuisine et chacun sait ce qu'il a à faire et chacun s'est spécialisé dans un domaine précis. Donc c'est comme ça qu'on arrive à l'excellence. Donc arriver à l'excellence culinaire en utilisant des méthodes de travail efficaces. C'est ça la grande réussite des chefs, c'est ça qu'ils ont su exporter. Et ils ont su exporter aussi leurs méthodes, leurs modèles, leurs écoles. Et aujourd'hui dans le monde entier, vous avez des écoles culinaires qui apprennent aux jeunes qui veulent apprendre la cuisine le modèle français. Le modèle français est encore aujourd'hui, j'ai tendance à dire, un modèle quelque part, la méthode à la française. Et les jeunes chefs nous disent, il y a quelques années, j'étais à une table ronde avec un jeune chef berlinois, donc il nous expliquait en fait que lui, il faisait une cuisine à l'allemande, mais sur la méthode française. C'est ça qui est important, c'est là la grande réussite. Alors il est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut plus dire que la cuisine française
Elle est hégémonique comme elle l'a été dans le passé. C'est fini ça. Mais ça ne veut pas dire pour autant que nos chefs français ne font plus de bonne cuisine, ne sont plus excellents. C'est ça le paradoxe. Et actuellement, on a, il est vrai, une sorte de French bashing. On a par exemple je ne sais pas comment appeler ça, une sorte de concours, de numérotation, soi-disant, du plus grand cuisinier du monde, du plus grand restaurant du monde. C'est extrêmement compliqué de classer ça comme ça. Comment pour comparer une cuisine qui se fait dans le nord de l'Europe et une cuisine qui se fait dans le sud de l'Amérique? C'est extrêmement difficile. Mais pourtant, ce classement, voilà, chercher le mot, ce classement fait par les Britanniques dans une revue britannique, ce qui est vraiment bizarre, c'est que les Français, soit ils y sont plus, soit ils sont extrêmement à la fin. Donc on a quelque part une situation assez paradoxale, comme si on devait quelque part tuer le père ou la mère qui ont été là pendant des siècles au niveau culinaire pour que les autres cuisines dans les autres pays puissent émerger. Or, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Aujourd'hui, on le voit très très bien avec ce qui se passe en Amérique du Sud, ce qui se passe en Europe du Nord. On a des cuisines innovantes un peu partout dans le monde aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire pour autant que la cuisine française est terminée, elle est finie. Non, elle n'est pas finie. Bien au contraire, elle rebondit constamment et on le voit bien dans l'histoire. Elle a toujours réussi et toujours su, je vais dire, pardon, excusez-moi, je vais me prendre. Elle a toujours réussi à trouver sa place. Et elle s'est toujours adaptée à l'évolution de la société et des sociétés. C'est assez complexe, c'est assez difficile en fait, parce qu'il est vrai qu'on vit dans un monde uniformisé, il est vrai qu'on trouve des produits ou les mêmes produits alimentaires un peu partout dans le monde, notamment avec les grands groupes industriels, donc de l'agroalimentaire, mais en même temps, il suffit de rester dans l'espace Schengen, en Europe, traverser le Rhin quand vous êtes à Strasbourg, ou alors traverser les Alpes quand vous êtes dans le sud de la France et que vous allez en Italie, mais tout de suite, on voit des différences dans les manières de manger. Tout de suite, les méthodes de servir, les méthodes alimentaires ne sont pas les mêmes. En France, on a un repas qui est extrêmement codifié, entrée, plat principal, dessert. En Italie, c'est totalement différent. En Allemagne, c'est encore différent. Et la cuisine alsacienne, ce n'est pas de la cuisine allemande, c'est autre chose. La cuisine alsacienne, c'est une cuisine qui est entre deux cultures, qui a développé une gastronomie sophistiquée, notamment pour se démarquer de ce qui se passe en Allemagne et pour se démarquer un peu peut-être de ce qui se passait dans le reste de la France. Alors, c'est extrêmement difficile parce qu'on a à la fois une uniformisation dans les produits standardisés, c'est vrai, mais quand on parle de culture alimentaire et de culture gastronomique, je ne vois pas vraiment une uniformisation. Je vois autre chose. Je vois des identités qui sont toujours là, qui résistent quelque part tout en s'adaptant. Et voilà, il suffit de se promener en Europe pour se rendre compte de ça. Dans un espace quand même qui est de plus en plus unifié, dans un espace qui est de plus en plus uniformisé. Donc oui. Et l'identité culinaire joue encore un rôle aujourd'hui. On le voit bien avec les pays d'Amérique du Sud, comme le Pérou, où c'est vraiment un marqueur important pour mettre en avant une identité culturelle, une identité alimentaire. Alors, on a vu ça dans le passé en France, quand les cuisines régionales se sont mises en avant dans le courant du 19e siècle et dans la première partie du 20e siècle pour se positionner par rapport au centralisme parisien. Puisque pendant très très longtemps, quand on a parlé de cuisine française, c'est essentiellement la grande cuisine parisienne. Mais les cuisines régionales, elles existent depuis très très longtemps. Mais on commence à les voir, on commence à voir des identités s'affirmer et se mettre en place seulement dans le courant du 19e siècle, avec les premiers livres de cuisine régionale qui apparaissent en Provence, en Alsace et après dans toutes les régions de France. Donc là, on voit bien l'importance de l'identité culinaire. Et encore aujourd'hui, elle joue un rôle extrêmement bon et efficace. Voilà.